Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents cet après-midi lors de la semaine thématique de Végépolis Valley. Donc, c'est la cinquième édition de cette semaine thématique qu'on organise du coup tous les ans sur la dernière semaine de septembre de décembre avant les vacances. Donc, chaque année, on a un thème spécifique qui englobe du coup des innovations sur l'ensemble de la chaîne de valeur du végétal. Et cette année, ce sont des innovations qui visent à réduire l'empreinte carbone. Donc, c'est une semaine thématique qui a pour but, en fait, de montrer les expertises de nos adhérents à des membres issus de nos réseaux, mais également à un écosystème plus large. Voilà, pour montrer du coup comment nos membres innovent et pour aussi donner des pistes de collaboration pour nos membres. Donc juste rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, nous sommes Végépolis Valley, nous sommes le pôle de compétitivité du végétal. Nous rassemblons plus de 675 membres qui sont répartis sur l'ensemble de la chaîne de valeur du végétal, du coup de l'amont aux productions jusqu'à l'aval, on dit de la génétique jusqu'aux usages des végétaux. Du coup, dans notre réseau, nous avons principalement des entreprises de toute taille, qui sont de la start-up jusqu'aux grands groupes. Nous avons également des acteurs de la recherche et des acteurs de la formation. Et nous sommes présents sur 4 grandes régions. Notre siège est à Angers, donc en Pays de la Loire. Ensuite, nous avons des bureaux en Bretagne, en Centre-Val de Loire et une agence à Clermont-Ferrand pour Auvergne-Rhône-Alpes et un bureau à Lyon où je suis basée. Et donc l'objectif des pôles, c'est vraiment d'accompagner, de fédérer nos acteurs autour de projets d'innovation. Donc nous les aidons vraiment de l'émergence des projets jusqu'au montage, à la labellisation et au suivi de ces projets-là. Dans un but voilà, de toujours faire naître des innovations qui feront le monde végétal de demain. Voilà, donc principalement aujourd'hui, donc c'est le deuxième webinaire de notre semaine thématique qui va porter du coup sur la valorisation du végétal pour des matériaux souples bas carbone. Donc pour cela, je suis accompagnée cet après-midi de Sixtine de Châteauneuf-Randon, qui est biocirculaire manager chez Renature et qui va du coup nous présenter son innovation, qui est une innovation, une alternative au cuir et simili-cuir. Donc un cuir végétal à base de coproduits agricoles, mais je la laisserai en parler bien mieux que moi. Juste avant de commencer, quelques petites règles pour le webinaire. Donc, il va se passer de la sorte. D'abord, il y aura la présentation de Sixtine et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses. Donc voilà, si vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation, vous pouvez aussi les marquer dans le chat et on pourra les reprendre à la fin du webinaire. Et je vous demanderai aussi de couper vos micros et vos caméras si vous ne parlez pas pour voilà, avoir une bonne présentation sans encombre. Voilà, donc Sixtine, je vais te laisser la main sur ta présentation et je vous Merci. souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'introduction. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit très bien en plein écran. Magnifique. Donc bonjour à tous. Sixtine de Châteauneuf. Comme Joséphine l'a très bien dit, je suis du coup biocirculaire manager chez Renature. Je viens de me rendre compte que j'ai pas forcément mis mes coordonnées sur la présentation, mais voilà, si jamais vous voulez à la fin, n'hésitez pas à demander du coup à Joséphine qui pourra vous les transmettre. Donc, comme expliqué, nous, finalement, ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment de la valorisation de coproduits, de sous-produits et de déchets pour en faire des matériaux souples bas carbone. Donc, nous sommes Renature. Donc, voilà. Et notre matériau souple bas carbone s'appelle FIB. Donc, Renature, anciennement la tannerie végétale, on a changé de nom il y a quelques mois. C'est une startup qui a été fondée donc, par Fanny Deléage, cofondée même en 2020, parce qu'elle a vraiment une réelle prise de conscience en fait, sur la dangerosité des pollutions microplastiques sur notre santé et bien évidemment l'environnement.
Donc après un doctorat en chimie des matériaux, en fait, elle s'est vraiment inspirée de tout ce qui va être chimie du cuir pour créer notre matériau Philly, qui est donc le premier matériau souple qui est 100% biocirculaire. Donc qu'est-ce qu'on fait nous chez Renature? Ce qu'on fait, c'est qu'on propose une solution à une industrie qui est extrêmement exigeante, c'est l'industrie du luxe. Aujourd'hui, le choix du cuir dans l'industrie du luxe, il est vraiment omniprésent. Pourquoi il est omniprésent? Bah, tout simplement pour l'esthétisme du cuir, pour sa naturalité et bien évidemment pour sa durabilité. En revanche, le cuir, ça pose aussi beaucoup de problèmes, notamment son impact environnemental. Le principal problème étant les modifications chimiques qu'on fait pour tanner le cuir, c'est-à-dire la plupart du temps de l'ajout de chrome. Euh, le fait que ce soit une provenance animale, la pollution, les émissions de CO2, l'eutrophisation des eaux aussi. Pour donner quelques chiffres, en fait, si vous prenez la production moyenne d'une tannerie en France, donc on a pris l'exemple de la tannerie d'Annonay, en fait, elle émet l'équivalent de 19 000 tonnes de CO2 chaque année, c'est-à-dire que c'est environ 96 millions de kilomètres parcourus en voiture. Et pour un petit exemple, en termes d'eutrophisation des sols, ça veut dire en fait le rejet d'azote en fait dans les sols. C'est comme si donc cette même tannerie elle épandait 900 tonnes d'engrais azotés dans nos campagnes en général. Un autre souci donc au niveau du cuir, c'est donc la fin de vie du matériau qui va être assez peu contrôlée aujourd'hui et bien évidemment en fait ça a créé un problème d'image pour l'industrie du luxe. Donc aujourd'hui, si les industries du luxe veulent en fait se sortir entre guillemets de l'utilisation du cuir, leur seule alternative aujourd'hui, c'est le simili-cuir. Sauf que le simili-cuir, ça provient de ressources fossiles et en général, ça utilise de dangereux monomères tels que les isocyanates et les chlorides de vinyle. En général, le simili-cuir va avoir un toucher qui n'est pas très noble, souvent quelque chose, on dit vraiment un peu des touchés plastiques. Et en termes de fin de vie, on a un gros problème de longue rétention dans la nature. Donc les industries du luxe, elles ont fait des annonces publiques sur vraiment la réduction de leur empreinte carbone. Et donc on a ce qu'on appelle un peu les décideurs qui poussent de plus en plus le circulaire et le biocirculaire parce qu'il y a des véritables demandes des consommateurs et notamment des demandes pour arrêter le greenwashing. Donc Philly, c'est notre solution et c'est une solution qui est sans compromis. C'est une solution qui est bas carbone, qui est made in France, qui est compostable et recyclable. Il y a une petite astérix à recyclable puisque aujourd'hui c'est théoriquement recyclable. C'est une solution qui est sans produits animaux et sans plastique, sans solvant. Pourtant, c'est une solution qui reste très efficace en termes de résistance, d'esthétisme, de travaillabilité. Et c'est une solution qui, à la différence de beaucoup de solutions 100% végétales, est une solution qui est industrialisable. Le secret de Philly, finalement, c'est tout simplement le fait qu'on ait développé un nouveau matériau qui est aujourd'hui unique au monde. Comme je vous l'avais dit, c'est un matériau qui est inspiré de la puissante interaction entre les tanins et les protéines dans le cadre du cuir. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient allier en fait des protéines végétales avec des tanins végétaux. Le fait du coup d'ajouter des tanins, en fait, c'est aussi beaucoup inspiré des mécanismes de défense naturelle qui existent dans les plantes. Donc, ce qu'on vient faire, donc en fait, c'est ces tanins et ces protéines, sans aucune altération chimique et surtout sans solvant, on vient les mélanger et pour obtenir donc notre matériau souple, compostable et théoriquement recyclable. Donc, vous avez ici quelques photos de ce que peut ressembler notre matériau souple. Quand on dit que les tanins végétaux et les protéines végétales vont être mélangées, en fait, elles vont être mélangées par un procédé d'extrusion. L'extrusion, c'est un procédé qui est très connu dans le domaine de la plasturgie. Et en fait, c'est ce qui fait que notre solution, elle est très facilement industrialisable. Parce que finalement, une extrudeuse, c'est quelque chose qui existe dans énormément d'usines en France. Donc, ce qu'on vient faire, je ne sais pas si vous voyez bien mon pointeur. Mais donc, ce qu'on vient faire, en fait, c'est mélanger
Donc, mélanger nos protéines végétales, nos tanins végétaux sous forme de poudre, auquel on pourrait aussi, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore, mais qu'on vise à faire. Donc, c'est aussi mélanger des chutes de notre matériau qui seraient broyées. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre dans le training d'alimentation. On met aussi, du coup, il y a une entrée avec les mélanges de composants liquides. On passe de la température ambiante euh, à donc la température, on dépasse la température de transition vitreuse. Euh, donc augmentation de température, ce qui fait que donc on chauffe, la rotation des vis fait qu'en fait on va faire vraiment une transition vers l'état plastique. Ensuite, on utilise une filière pour vraiment mettre en forme notre matière euh, et de baisser la température pour reprendre en fait une température ambiante. Donc, si on prend un petit peu toutes les étapes de notre procédé, donc nous avons d'abord le mélange donc, que je viens de vous expliquer. Ensuite, donc en sortie de filière, il va y avoir une étape de calendrage. Donc le calendrage, ça va être en fait vraiment pour assurer la planéité du produit. C'est tout simplement ces deux rouleaux chauffés qui viennent vraiment écraser la matière. Ensuite, on va avoir une étape d'enroulage. Donc là, on a notre matériau qui est encore un matériau cru, en fait, qu'on vient enrouler autour d'un enrouleur, tout simplement. Et ensuite, donc ça, c'est notre sorte de... On peut appeler ça... Enfin, entre nous, on appelle ça une pâte à crêpes. Donc voilà, qui est notre pâte à crêpes crue, qu'on vient ensuite presser, donc à l'air d'une thermopresse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient donc appliquer une pression assez importante et de la température pour cuire en fait notre matériau. Ensuite, une fois que nous avons notre échantillon, ce qu'on va faire, c'est des contrôles qualité, notamment des contrôles en fait qui sont assez standards de la maroquinerie et de plein de nos secteurs d'application, qui vont être des tests de Bali, donc c'est-à-dire résistance à la pluie répétée, des tests de Veslick qui sont résistants donc à l'abrasion, plutôt au frottement répété en sec, sueur et humide. Et ensuite, du coup, on a aussi quelques machines qui nous servent à travailler la matière, c'est-à-dire là, par exemple, vous voyez une machine qui nous permet de faire de l'impression à chaud sur notre matière. Donc ça, c'est vraiment toutes les étapes pour finalement fabriquer notre produit. Mais nous, en tout cas, ce qui nous tient énormément à cœur dans ce produit, voilà, c'est d'effectuer des analyses de cycle de vie en fait pour avoir le produit le plus bas carbone. Parce qu'aujourd'hui, on entend énormément voilà, des produits circulaires bas carbone, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour savoir vraiment ce que ça veut dire, c'est l'outil d'aide à la décision qu'il faut utiliser véritablement, c'est l'analyse de cycle de vie. Donc cette analyse de cycle de vie, elle va vraiment pouvoir nous permettre de quantifier l'impact environnemental de Philly du début jusqu'à la fin. Donc on commence par une sélection raisonnée des ressources, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre matériau, il est à 100% fait de matière végétale ou minérale. On est exactement à 96% de végétal et 4% de minéraux. La proportion de coproduits et sous-produits déchets qu'on utilise, c'est 87% de notre matériau. C'est quand même principalement des coproduits. Ensuite, donc on a essayé d'optimiser au maximum notre procédé, donc notre procédé de transformation qui est notre procédé d'extrusion. Le procédé d'extrusion, c'est un procédé vert parce que du coup, il n'utilise pas de solvant, il n'utilise pas de plastique. On peut faire des productions continues, donc on minimise énormément les chutes. Il est mono-étape. Et donc voilà, donc on fait aussi attention à bien faire des maintenances de machines pour ne pas pour ne pas avoir de perte d'énergie et d'efficacité. Ensuite, ce qu'on regarde aussi, c'est le transport, que ce soit à la fois le transport des matières premières et du produit fini. On essaye donc vraiment d'avoir des partenaires. Donc au niveau des matières premières, on a des partenaires qui sont 100% français et ou européens. Et on privilégie généralement les circuits courts. Et au niveau des produits finis, aujourd'hui,
de toute manière, notre marché, en fait, il est principalement en France. C'est là où on a donc les principaux clients intéressés. Euh, donc voilà, et on essaye d'éviter donc voilà des produits qui vont faire 3 fois le tour du monde. Ensuite, donc on est vraiment en train de réfléchir au niveau des emballages pour avoir en fait des packaging de notre matériau qui soient à la fois éco-conçus, mais qui puissent quand même un petit peu le protéger lors des transports et des choses comme ça. Euh, Ensuite, au niveau donc, de la consommation du produit fini, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en fait véritablement avec des partenaires qui possèdent les mêmes valeurs que nous. Notamment, finalement, ça, c'est quelque chose qui a été assez simple à mettre en place parce que les personnes en fait qui ont envie de faire le remplacement du cuir ou du simili-cuir par un matériau souple bas carbone, en fait, c'est déjà cette première étape. C'est très souvent que c'est des personnes qui possèdent donc les mêmes valeurs, voilà, qui veulent sortir de la dépendance animale et surtout plastique. Euh, et donc, on travaille donc avec des personnes qui cherchent vraiment des produits finis qui sont de qualité et qui vont pouvoir durer dans le temps. Ensuite, si on continue ce petit cercle, on a aussi donc la fin de vie du matériau. Aujourd'hui, notre matériau, il est compostable et biodégradable. Donc aujourd'hui, toutes nos chutes, elles sont récupérées par un de nos partenaires qui s'appelle WeCompost. Et donc, on composte toutes nos chutes de production. On est en train de faire une étude de faisabilité sur le recyclage, notamment donc le recyclage en filière papier. Malheureusement, c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc voilà, donc on est en train d'essayer de trouver des clients en fait qui pourraient nous financer ces études donc voilà, pour pouvoir avoir un matériau recyclé et surtout certifié recyclé. Et donc, on essaye aussi au maximum de valoriser nos chutes. Notamment, on est encore, comme on a un matériau qui est quand même, qui évolue beaucoup, en fait, toutes nos chutes de production, on va essayer de les utiliser pour faire des tests. Donc, les tests de Veslick et Bali dont je vous ai parlé, qui sont donc, voilà, des tests de résistance, des choses comme ça. L'analyse de cycle de vie, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on a fait donc en 2021 ou 22, je ne sais plus, là il y a marqué 2022. On a pu donc vraiment en fait quantifier notre impact environnemental dans chacune des scopes en fait de l'analyse de cycle de vie et on a pu donc voilà comparer au cuir. Donc voilà, en général, les choses en fait qui parlent le plus, c'est au niveau des changements climatiques, donc des kilogrammes de CO2 équivalent. Donc on voit que pour finir, on est environ à 4 kilogrammes de CO2 équivalent, alors que pour le cuir, alors ça peut être très variable en fonction de est-ce que c'est du cuir français, est-ce que c'est du cuir qui vient de l'autre bout du monde, mais en général, on est entre 30 et 70. Donc voilà, là on a pris 48 parce qu'on avait pris donc un exemple précis, mais voilà, c'est à peu près donc, cet ordre de grandeur. Et on voit qu'en fait, même à tous les scopes, en fait, voilà, on a des choses très intéressantes du côté de Philly. Donc voilà, ça c'est une ACV, donc comme je vous ai dit, qui datait de 2022. On est en train d'essayer de travailler pour la mettre à jour. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas en interne, nous sert énormément. Euh, donc voilà, on fait beaucoup de choix vis-à-vis de cela. Donc ensuite, ce qu'on s'est dit aussi qui était intéressant, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas une partie de ma slide, mais c'est pas très grave. Euh, Quelque chose donc, qui était intéressant, c'était en fait de voir quelle était la proportion. En fait, là, donc, ce qu'on a pris, c'est l'empreinte carbone. En fait, d'où venait notre empreinte carbone. Donc, on a vu que en fait, un quart de notre empreinte carbone vient de la transformation des matières premières dans notre matériau final. Ensuite, au niveau de nos matières premières, on va avoir un quart qui vient des protéines, 20% des assouplissants, 12% des tanins. Ensuite, si je vous dis pas de bêtises, le verre, euh,
C'est transport. Moi, j'ai. Ouais, c'est transport. Je sais pas pourquoi je les ai pas. Mm. Donc voilà, donc là c'est ça, j'ai transport et autres. Et Et je autres, dirais ouais. que autres c'est 5% et transport, du coup, on doit être autour de la dizaine de pourcents, quelque chose comme ça. Et voilà, donc on est en train d'essayer véritablement de diminuer cette empreinte en utilisant de plus en plus de coproduits, sous-produits et déchets, puisque finalement les matières premières sont responsables de plus de la moitié de notre empreinte carbone. Donc, cette sélection des matières premières, comment elle se fait? Donc, tout d'abord, on va regarder donc, la valorisation. Est-ce qu'on est capable voilà, de valoriser une matière première qui aujourd'hui ne l'est pas? Sa biocircularité et bien évidemment, on cherche au maximum à se procurer du coup en fait, des matières premières qui vont être locales. Donc, ce qu'on va regarder, c'est le gisement. Quelle est l'origine du gisement? Donc, déchets, autres, impact environnemental de sa gestion. Ce qu'on regarde aussi, c'est bien évidemment la disponibilité et la stabilité du gisement. Donc la disponibilité, ça va être plutôt au niveau de sa taille et est-ce qu'on a des gisements du coup qui dépendent des saisons. Et la stabilité, ce qui est très important pour nous, ça va être concurrence. Bon, stabilité, c'est peut-être pas là-dedans, mais c'est vrai que la concurrence avec d'autres industries, c'est très important pour nous puisque en fait, on fait très attention à ne pas être en concurrence avec l'alimentaire, qui est bien évidemment la première priorité aujourd'hui. Et donc plutôt au niveau de la stabilité, on est plus sur en fait tout ce qui va être répétabilité du gisement. Est-ce qu'entre deux batchs, en fait, on va avoir une grande différence ou pas qui va peut-être impacter en fait notre produit fini. Au niveau donc, des ingrédients, ce qu'on va chercher, en fait, c'est d'abord la fonctionnalité de l'ingrédient. Aujourd'hui, voilà, on a un très grand savoir chez Renature vraiment de formulation. Et du coup, on est véritablement capable en fait, de prendre un ingrédient, de faire. Bon, évidemment, il y a toujours un petit peu de biblio dessus. Mais voilà, une fois que cette partie bibliographique a été faite, en fait, on sait très rapidement comment pourrait nous servir cet ingrédient au niveau de la fonctionnalité. Donc ça, c'est principalement pour les propriétés physico-chimiques et ensuite, évidemment, sensorielles du matériau fini. Et on va regarder évidemment la nature, que ce soit végétale ou minérale. Et ensuite, bien évidemment, notre matériau à la fin, on va donc le caractériser pour savoir s'il a les propriétés souhaitées. Et on va faire attention à son esthétique parce que c'est quelque chose qui est très important pour nos clients. Donc voilà, au niveau de la visibilité, au niveau de l'odeur du matériau, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se faire avec des nouvelles matières premières. Euh, donc ensuite, ça une partie donc, que j'ai déjà évoquée, ça va être donc, au niveau de la fin de vie du matériau et un petit peu donc, toutes les chutes qu'on peut avoir. Donc nos chutes, elles sont principalement dues aujourd'hui au démarrage et à l'arrêt en fait de l'extrudeuse, parce que le temps que donc le débit se stabilise, après 20 minutes par exemple au démarrage. Euh, et ensuite, donc, on va avoir des chutes qui vont être générées en fait par tout ce qui va être découpe du manufactureur, parce que nous, en fait, voilà, nous, on est vraiment, ça je l'ai pas forcément dit, mais on se positionne vraiment en tant que fournisseur de matières premières, c'est-à-dire qu'on va vraiment fournir des rouleaux de matière et ensuite les envoyer à des partenaires ou des clients qui vont, eux, transformer cette matière en produit fini. Donc au niveau de la fin de vie du matériau, donc on a regardé plusieurs aspects. Donc on a été certifié comme quoi donc notre matériau pouvait se désintégrer en milieu marin. Donc ça c'était hyper important. Et ensuite donc on a encore du travail au niveau de la biodégradation et de l'écotoxicité à vérifier. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas au niveau du compostage, on a donc, comme je vous ai dit, oui, compost, qui a bien constaté en fait de la compostabilité de Philly et ils ont bien fait donc, des analyses labo qui ont attesté bien la qualité du compost. Euh, voilà, et c'est vrai il faudrait qu'on ait en plus une étude en fait certifiante au niveau de la compostabilité. Au niveau du recyclage, on a quelque chose qui va être théoriquement recyclable.
dans le sens où donc on n'a pas de chimie irréversible dans le matériau. Euh, mais voilà, on a déjà essayé de broyer des chutes et de les réintégrer dans notre procédé de fabrication, mais voilà, c'est quelque chose qui mériterait tout à fait qu'on pousse un petit peu l'étude là-dessus en fonction des concentrations de chutes réutilisées et quelle est l'influence sur les propriétés du matériau. Mais en tout cas, donc on avait essayé, je crois, à 5% du matériau et il n'y avait eu absolument aucune différence dans les propriétés mécaniques. Donc ça, c'est intéressant. En revanche, en fait, il va y avoir la PPWR qui va être bientôt mise en place. Donc ça, c'est une norme européenne, si je ne dis pas de bêtises, qui va être mise en place à partir de 2030, qui dit que tout ce qui va être en fait packaging doit être recyclable à plus de, il me semble que ça commence à 75% et ensuite ça augmente au fil des années, dans une filière déjà existante. Donc là, on a des certifications à avoir en fait pour voir si on rentre bien dans quelque chose qui va être recyclable dans la filière papier. Aujourd'hui, c'est notre piste principale. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé des applications très rapidement. Euh, mais les applications qu'on vise aujourd'hui, la première, donc, c'est le packaging de luxe. Pourquoi le packaging de luxe? Parce qu'en fait, c'est une application dans laquelle on sait aujourd'hui que notre produit est performant, qu'il est bien durable dans ces conditions-là. C'est quelque chose aussi au niveau des grandes marques de luxe ils vont être beaucoup plus d'accord pour intégrer un nouveau produit d'abord dans leur packaging avant de l'intégrer, bien évidemment, dans leur produit principal. Donc, on est aussi pas mal dans des process avec des clients en termes de bijouterie et d'horlogerie, ainsi que d'accessoires injectés. Ce qu'on a aussi comme autre domaine d'application, mais qui sont un petit peu moins poussés aujourd'hui, ça va être au niveau de la décoration intérieure, du design et de tout ce qui va être art de la tête. Donc voilà, tout ce que vous voyez là, c'est des photos donc de prototypes de POC en fait qu'on a réalisé avec nos clients. Au niveau des marchés visés, donc voilà, nous dans un premier temps, on est véritablement en train de viser donc des marchés du packaging, notamment via les métiers de la gainerie et du moulage. C'est là où ils ont aussi voilà, du budget aussi marketing pour pouvoir pousser en fait notre matériau. Donc ça, c'est un marché qui est en croissance en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 25 milliards de dollars. Non, pardon, aujourd'hui, on est à 17 milliards de dollars en 2021. Et en 2029, du coup, c'est estimé à 25. On a estimé donc un TAM de 26 000 euros de millions, pardon, 26 000 millions d'euros de chiffre d'affaires à réaliser donc auprès des galeries de luxe. Et aujourd'hui, donc voilà, on a une matière qui est adaptée à ce marché et qui commence à être adoptée dans ce marché, où on a une concurrence qui est finalement très limitée. Donc vous voyez ici, par exemple, ces deux photos de POC qu'on a fait donc avec une galerie partenaire qui nous fait confiance, qui s'appelle Galerie 91, avec laquelle on travaille assez souvent. Au niveau de notre concurrence, il faut savoir qu'on est en fait dans un positionnement qui est assez, on est assez seul dans notre positionnement. Au niveau donc de nos concurrentes, en fait, on a beaucoup de concurrences qui se disent cuir vegan, mais finalement qui sont en fait des cuirs en fait qui ajoutent du plastique dans leur formulation et donc qui sont pas biodégradables. Euh, on a aussi donc des concurrents qui vont être sans plastique, qui vont être biodégradables, mais qui vont utiliser des solvants dans leur formulation qui, en général, donc aussi ont plus de difficultés au niveau de l'industrialisation
du matériau. Donc là où nous, avec Philly, en tant que vraiment matériau biocirculaire, on arrive à cocher toutes les cases qui sont le toucher noble, sans plastique, sur mesure et avec une large créativité, facilement industrialisable et avec un prix finalement qui est aussi intéressant par rapport à nos concurrents. Notre offre aujourd'hui, qu'on a pas mal structurée depuis peu, donc en fait, on est divisé en deux pôles. On va avoir le pôle matière qui va être vraiment le déploiement de notre fili sur catalogue. Donc voilà, on a choisi 5 de nos références qu'on a mis sur catalogue. Donc on veut développer pour des collections d'exception, design, packaging, décoration intérieure, PLV aussi. Et on va avoir le pôle co-développement. Donc là vraiment en fait c'est pour développer Philly dans le cadre d'un projet d'innovation collaboratif. Donc ça peut être le développer sous forme de rouleau. J'en ai pas forcément parlé, mais on peut aussi, on est moins avancé sur ces technologies, mais on peut aussi faire des granulés à injecter ou alors mettre Philly en fait sur un support. Et donc là, on va vraiment en fait venir valoriser dans ce cadre-là les ingrédients biosourcés, faire vraiment une formulation unique de la matière pour ensuite du coup déployer de façon industrielle notre produit. Un bon exemple qu'on a développé et qu'on a fini par mettre sur notre catalogue, c'est ce matériau-là qui est en fait une valorisation de peau de tomate. Donc on a une coopérative qui s'appelle Phoenix en Provence qui est venu nous voir en nous disant, bah voilà, moi j'ai mon déchet ultime des tomates, c'est la peau de tomate. Parce que du coup, à l'origine, elle prend des écarts de tri de tomates pour en faire donc de la sauce tomate. Ensuite, des pépins de tomates, elle vient extraire des huiles pour des ingrédients cosmétiques. Et à la fin, elle se retrouve vraiment avec ce déchet ultime de peau de tomate. Et donc, elle nous a dit, voilà, qu'est-ce que vous pourriez en faire? Et du coup, nous, on a réussi à en faire un matériau qui est composé à environ 15% de peau de tomate. Au niveau de l'équipe, donc voilà, donc vous avez un pôle développement, donc avec Yvan qui est le cofondateur de l'entreprise, donc qui est chercheur à l'IMP à Saint-Étienne. Ensuite, vous avez donc un pôle développement qui est composé d'Isabelle, Sarah, moi qui suis un petit peu entre développement et production. Avec le pôle production, vous avez Corentin, technicien, Marc qui est directeur industrialisation. Et au niveau des ventes, nous avons Sophie, notre directrice marketing et commerciale, et Fanny, notre CEO. Notre technologie, elle est brevetée. Donc voilà, ce qui est quand même très important dans ces milieux-là. Donc voilà, elle est brevetée donc, aux US, au Brésil, en Europe, en Chine, en Inde, voilà, et du coup au Japon. Donc là, j'ai quelques œuvres qui sont un petit peu des œuvres assez insolites qu'on a pu faire. Donc on a réalisé un kimono. Donc là, vous voyez la matière bleue, c'est 100% Philly. C'était pour un défilé biosourcé à Biomime Expo. On a un partenaire aussi qui a réussi à faire de la micro-perforation sur Philly avec des rendus qui sont assez magnifiques. Et on a aussi fait donc c'est donc un dolmen de 1 mètre 20 de haut, où vous avez donc plein de types de Philly qu'on a réalisé dans le cadre d'une fresque biosourcée pour tout ce qui va être design intérieur. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Merci beaucoup, Sixtine, pour ta présentation très claire. Je ne sais pas si ça amène des questions de votre côté. J'en vois pas dans le chat pour le moment. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à les poser directement, ouvrir votre micro et à les poser directement. Oui, David. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous Oui. entend très bien. Alors j'avais simplement une question sur la durabilité. Est-ce qu'on a un retour sur la durabilité vis-à-vis d'un simili cuir classique que vous avez pu exposer au début de votre présentation? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la durabilité, ça dépend bien évidemment de l'usage.
Et donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on vise principalement donc, le marché du packaging, parce qu'on sait que notre matériau, il est durable dans le packaging. Aujourd'hui, il n'est pas assez durable pour, voilà, c'est pour ça enfin, des sacs à main, par exemple, ou des choses comme ça. Là, on a encore de la R&D à faire pour qu'ils deviennent durables dans ces conditions-là. Mais au niveau du packaging, ça, il n'y a pas de souci. Très bien, merci. Moi, j'avais. Alors, Nicolas, pardon. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Oui, j'ai une question sur les coproduits, sur les matières premières. Quand vous parlez de protéines, quel type de protéines et sous quelle forme elles vous sont nécessaires, j'ai envie de dire, en termes de cahier des charges? Alors, en tout cas, les protéines qu'on utilise aujourd'hui, je peux pas malheureusement vous dire lesquelles pour Ah, des raisons de confidentialité. Mais en tout cas, sachez que c'est un de nos axes de recherche, c'est justement de diversifier cette protéine. Nous, ce dont on a besoin, pardon, c'est d'un matériau qui va être séché et micronisé. d'accord. Mais voilà. Mais si vous êtes force de proposition pour de nouvelles protéines, moi, je suis tout à fait preneuse. Oui, oui, ben, on en a beaucoup. Nous, on est un groupe qui est céréalier. Et donc, oui, on utilise des matières premières protéinées, ouais. Bah, Et avec plaisir évidemment, pour échanger là-dessus. sous forme de coproduits aussi, bien sûr. Mhm, OK. d'accord. De toute façon, on fera les mises en relation à la suite du webinaire. Il est enregistré ce webinaire et puis on vous fournira la présentation de Sixtine à la fin et son contact. Donc, Ouais, super. Ouais, je Merci. disais, j'ai oublié de mettre le contact sur la présentation. je le rajouterai si tu veux. Merci. Est-ce que ça amène d'autres questions également? J'en profite parce que moi j'en avais une petite. Sixtine, tu disais au niveau de la concurrence, vous êtes les seuls à ce niveau-là. Tu parlais concurrence au niveau de la France ou au niveau Europe, voire mondial? Bah, même Europe, voire mondiale, on n'a pas Ok. trouvé de. D'alternatives ou de structures déjà créées sur ce sujet-là. Non. En tout Ouais, donc, cas, pas avec tous les mêmes critères, en fait. Ce qu'on mm, voit très, très vite, c'est des. En fait, en général, le trigger warning, c'est si on parle de cuir vegan, en fait, on se rend très, très vite compte qu'il y a toujours introduction de matières pétrosourcées. mm. Via un En solvant, général. par exemple, ou quelque chose comme ça, ou pas Soit un forcément. seul, Mm, pas forcément, beaucoup de PU, beaucoup de PU. mm. Et merci. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, comme je disais, on vous enverra donc à la fin de la semaine thématique le replay de ce webinaire ainsi que les coordonnées de Sixtine et sa présentation. Moi, je voulais juste finir sur une petite action collective qu'on fait en ce moment sur la thématique de la décarbonation. Du coup, en fait, SPG Police Valley, via le financeur ADEME, lance un projet d'opération collective pour aider les entreprises en France à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à adopter des pratiques durables, notamment en réalisant des diagnostics alors qui s'appellent Acte pas à pas dans le cadre de ce programme-là, mais qui vise du coup à les aider à décarboner leur chaîne. Leur chaîne industrielle. Donc, il y a à la fois des actions qui sont finançables dans le cadre de cette action collective, à la fois individuelle et aussi il y aura une animation qui se fera par filière ou territoire. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec mes collègues Victor Noël et Marianne Simoneau, dont les coordonnées sont en bas de l'écran. Parce que voilà, ça peut aider à financer des actions pour tout type d'entreprise avec un taux de financement qui sera plus élevé pour les plus petites structures que pour les grandes, mais toutes les structures entreprises sont éligibles. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus. Et on a également lancé une enquête en lien avec Tenerdis. Tenerdis, c'est le pôle de compétitivité sur l'énergie en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur la décarbonation des usages dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Donc voilà, pareil, on vous fera passer ce questionnaire si c'est des choses qui
peuvent vous intéresser. L'idée, c'est d'adapter au mieux ensuite les accompagnements au regard des enjeux de nos acteurs sur ces filières. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci beaucoup Sixtine pour ton intervention. Et puis donc la semaine thématique continue, il y a des webinaires, à peu près 2 webinaires par jour d'ici la fin de la semaine. Donc n'hésitez pas, tout le programme est sur notre site. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre attention et à très bientôt. Et merci Merci Sixtine. beaucoup. Merci. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir.